1932. 1932, les micros à l'époque avaient cette taille-là et les caméras avaient la taille de 2 frigos. Et voilà. Le film a été réalisé par la même équipe que King Kong. Il tournait King Kong le jour et celui-ci la nuit. Comme King Kong était une plus grosse production, il n'est sorti que l'année suivante, en 1933. Mais c'est la même époque, c'est les mêmes décors et c'est partiellement les mêmes comédiens. La jeune femme qu'on voit là, qui s'appelle Fay Wray, je crois, est dans King Kong. Là, elle est dans les bras de Ivan, ou de je ne sais plus quel des serviteurs de Zaroff, et dans King Kong, elle est dans les bras de King Kong. En tout cas, c'est une figure de style qui doit plaire à Schoedsack, parce que vous avez vu le heurtoir de la porte, c'est une espèce de, je sais pas, de faune qui porte une femme dénudée dans ses bras. Entre parenthèses, c'est important que le film date de 1932. Je ne sais pas si vous avez été sensible au fait que l'actrice, justement, est pas vraiment dénudée, mais quand même très sensuelle. Et avec une robe qui est très près du corps, son corps est présent et tout. C'est possible en 1932, 2 ans après, c'est impossible. 2 ans après, le code Hays s'installe, et ce genre de féminité, de sensualité féminine est impossible. Alors moi, j'ai découvert un truc ce soir, j'avais complètement oublié, qui rend le film, il est moderne par plein d'aspects, mais qui le rend étonnamment moderne sur le fait que des rapports hommes-femmes. On a été un certain nombre dans la salle de sourire, voire à rire, quand les femmes sont clairement désignées comme inférieures à l'homme dans le film, sauf par Bob Rainford, qui lui refuse de laisser en pâture sexuelle la jeune femme et qui ils partent tous les deux, à égalité. Et ça, je l'avais... Bon, il y a pas mal de temps que je n'avais pas vu le film, mais j'avoue que cet aspect-là, j'avais pas remarqué. Voilà. Alors pourquoi je dis modernité? Parce que par exemple, moi c'est toujours un vrai plaisir pour moi de voir apparaître le générique d'un film, l'émetteur sur le globe, c'est sa signe RKO, Radio Case Orpheum. C'était donc c'était la plus petite des maisons de production, des grandes maisons de production hollywoodiennes, mais à son actif, elle a de grands films, beaucoup de films de série B, comme ceux-ci, mais aussi par exemple Citizen Kane. Hein, c'est vraiment une grande maison. Et voir apparaître ça, pour moi, c'est toujours un bonheur. Et puis vous avez peut-être vu que dès le générique, on est dans la dramatisation. Le heurtoir est agité, paf, on envoie des éléments. Et puis ils disparaissent, le heurtoir, on est tout de suite dans l'ambiance. Et ça, c'est étonnamment moderne. Également, alors des mouvements de caméra, vous avez vu sur le bateau, vous n'avez pas eu mal de mer, mais c'est rien, mais il faut le faire. Et pas se contenter de filmer bêtement un intérieur de bateau, un décor, non. Là, ils prennent la peine d'induire le tanguy, le tangage au roulis, et ça donne de la valeur au film. Alors 32, c'est important aussi parce que vous avez vu que l'alcool joue un rôle important dans le film, sur le bateau et dans le château. Il y a le frère de Ève, enfin la bien nommée Ève, le frère de Ève est sous, et en 32, on est en pleine prohibition aux États-Unis. Et il faut imaginer, je vous laisse imaginer, l'équivalent aujourd'hui, un film qui ferait la promotion de substances interdites dans votre pays. Et ce film a été très, comment dire, un des 2 producteurs était même opposé à ce qu'il y ait des scènes où l'alcool soit présent. Puisque l'alcool était, en 1932 aux États-Unis, la prohibition a duré de janvier 19 à décembre 1933. Donc, juste après. Le film est sorti, je ne sais plus, c'est sur l'affiche, je crois qu'il est sorti au mois de juin 1932, et l'année suivante, la prohibition sautait. Bon. Autre chose aussi qui est importante pour l'époque, vous avez vu la cicatrice de l'acteur, là. C'est pas du tout un décor.
C'est pas un décor. Cet acteur britannique dont j'ai oublié le nom, qui est un grand acteur, hein, qui a joué dans des dizaines de films, dont par exemple, il a tourné avec Hitchcock, il est dans la première version de L'homme qui en savait trop, il a tourné dans des films importants, et c'est un vrai acteur, quoi. C'est extraordinaire, ça. Cette prestation, à mon avis. Hein. Et bien, la cicatrice qu'il a, elle vient de la guerre de 14. Et les deux producteurs du film ont tous les deux été blessés pendant la Première Guerre mondiale également. Donc, vous savez, c'est jamais un hasard quand les films, disons, fantastiques ou de science-fiction ou ce genre de films, à mon avis, c'est jamais un hasard quand ils sortent souvent dans des périodes troublées. Là, on est en 32. En 31 est sorti, Todd Browning sort Dracula. En 31 également, James Whale sort Frankenstein. Il fera après le magnifique Les Poupées du Diable qu'on a passé avec grand plaisir il y a quelques années. Là. Donc, le cinéma fantastique naît souvent après des périodes troublées. Et l'exemple bien connu, c'est on considère généralement que tout le cinéma gore américain est né après l'assassinat de Kennedy. Donc, vous savez, l'assassinat de Kennedy, donc on est en novembre 63, Kennedy prend entre autres une balle dans la tête, et sa femme récupère l'arrière de sa colonne crânienne avec des morceaux de cervelle dedans. Je donne un peu dans le gore, mais ce truc-là a donné naissance, dans les années 60, au cinéma gore. Hein, c'est généralement admis. Et là, dans les années 30, c'est ce genre de choses qui s'est passé. Moi, je me suis toujours demandé si, je ne sais pas si vous avez entendu, si le nom de Basil Zaharoff vous dit quelque chose. Basil Zaharoff, c'était un personnage dans les années début du XXe siècle, il avait au moins 3 ou 4 nationalités. Il était français, grec, ottoman, et c'était un marchand d'armes. Vous savez, dans Tintin, je ne sais plus lequel, l'oreille cassée. Dans l'oreille cassée, il y a quelqu'un qui va vendre des armes à un des deux pays, puis qui prend l'avion et qui va vendre des armes dans l'autre pays. Eh ben, c'est un décalque de Basil Zaharoff. D'ailleurs, il porte un nom comme ça, il s'appelle Bazarov, un truc comme ça. Et là, je me suis toujours demandé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Pas trouvé s'il y avait un rapport quelconque. Ce ne serait pas étonnant alors, c'est pas dans ce cas-là les producteurs ou les réalisateurs du film qui sont en cause, puisque ce film, au départ, c'est une nouvelle de quelques pages, hein, qui est apparue dans les journaux, et dont l'auteur, la nouvelle a été écrite en 1925, mais je ne sais pas s'il a pensé quelque part à hasard, j'en sais rien. Alors, 2 ou 3 mots sur la modernité du film, aussi sur la forme. Avec les instruments techniques de l'époque, faire les mouvements de caméra, les zooms sur les zooms violents et les très gros plans, je ne sais pas comment ils faisaient. Je ne sais pas. Franchement, je n'avais pas la moindre idée. Les moments vers la fin où la caméra court dans la forêt, qui est un personnage aussi, hein, le décor est un personnage du film, c'est formidable. Ça aussi, c'est d'une grande modernité. Et puis, vous savez, souvent, on parle à propos, en particulier de... je viens d'oublier son nom, Citizen Kane, aidez-moi. Orson Welles, merci. À propos d'Orson Welles, on dit souvent qu'Orson Welles est un génie parce il sait travailler ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas des choses simplement sur un plan, généralement au premier plan de l'écran, mais il se passe des choses derrière. Et là, on a plein d'exemples dans le film. Le plan final, hein, on a compris grâce à un simple plan de coupe sur les chiens au bon moment que Zaharoff va être dévoré par ses chiens. Et la chose importante, à savoir que nos 2 héros sont sauvés, ça se passe au fond. Machin là, comment il s'appelle, Rainford, il arrive lui aussi par le fond. À un moment, quand ils écoutent le piano, ce qui se passe, ils parlent devant nous, on les voit de dos, et le piano est au fond. Donc c'est un film où la mise en scène est vraiment maîtrisée, importante, de bout en bout. Ça reste... moi, je trouve que c'est ce qui le rend très regardable avec plaisir aujourd'hui. Puis je ne parle même pas du montage, qui est aussi d'une vivacité. Enfin, est-ce que vous vous êtes ennuyé à un moment? Non. Je ne pense pas. Alors il y a quelques moments un peu ridicules, mais vers la fin, quand la première fois où un des serviteurs lance un couteau, j'ai entendu derrière moi un grand... ça fait plaisir parce que
sais plus combien de temps ça fait, 1932 par rapport à aujourd'hui. Ça fait des choses comme quoi? Hein? Longtemps? Voilà. Mais ça marche encore. Moi j'ai découvert ce film à la télé quand les films de deuxième partie étaient abordables, quand il fallait se lever le lendemain. Et voilà, ça a été une vraie découverte il y a longtemps. Voilà. Non. À vous.